C'est un réel plaisir de se retrouver avec vous, le téléspectateur. Merci et surtout bienvenue dans ce grand magazine. Ça fait débat, oui, des sujets d'actualité qui font débat ces derniers 48 heures, notamment la dernière sortie médiatique de l'ancien ministre de Défense Nicolas Kazadi, oui, sur la gestion des finances en République démocratique du Congo. Eh bien, aujourd'hui encore, on va revenir sur cette thématique. Que comprendre de toutes ces révélations? Est-ce une coïncidence avec le départ de Jules Alinguete à la tête de l'IGF? Et justement, après ce départ, quelle crédibilité accorder aujourd'hui à l'IGF? Deux grandes thématiques que nous allons évoquer aujourd'hui sur ce plateau avec des invités, pas les moindres. Monsieur Donald Kabassé, les cadres au sein de l'UDPS, maître avocat, également expert dans le secteur minier. Bonjour et bienvenue également. Merci, madame. Si hier, l'on pointait également du doigt l'ancien ministre des Finances, il est sorti de son silence, évidemment, pour évoquer des grands dossiers, surtout des grandes révélations. On va le dire, c'est quand même grave venant d'un ancien ministre. Oui, bien sûr, c'est très grave. C'est très grave quand un ancien argentier national se permet effectivement de dire des choses qu'il ne disait pas quand il était ministre des Finances. C'est des révélations qui n'ont pour objectif que, on va dire, par moments révolter la population, parce que cette population, elle vit dans la misère. Les enseignants ont besoin d'être payés, les fonctionnaires mêmement. Nous avons la guerre et pendant ce moment, le pays a beaucoup plus de ressources. Vous comprenez qu'il y a tout ça et c'est pendant ce moment-là que M. Nicolas Kazadi choisit pour faire des révélations, on va le dire entre guillemets, parce que c'est comme je vous l'avais dit la fois passée sur votre plateau, j'aimerais bien qu'il le fasse alors qu'il était ministre des Finances. Alors, ce qui se fait après qu'il y ait eu, on va dire, des informations judiciaires ouvertes à son encontre, qu'il y ait des dossiers judiciaires dans lesquels il est cité, qu'il y ait des soupçons de corruption et des détournements de deniers publics, moi, je disais que je ne le prenais pas avec assez de crédit. Je vous ai également dit que M. Nicolas Kazadi, qui est notre cadre au sein de l'UDPS, c'est d'ailleurs député. Je l'ai conseillé, je l'ai toujours conseillé de se départir de son émotion, de la passion, de la colère, de la haine qu'il ressent contre les gens qu'il pense avoir complété contre lui. Parce que quand on parle des histoires de la République, d'abord, on doit être un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui sait s'assumer. Vous avez géré. S'il y a eu de pertes dans votre gestion, il faut avoir le courage de dire « j'ai échoué ». Il ne faut pas avoir le temps de dire « c'était moi qui étais bon, moi j'étais nickel, tout était bien, j'avais une gestion orthodoxe et c'est les autres qui ont mal fait ». Mais il est d'un fait, madame, c'est que parmi beaucoup de choses que M. Nicolas dit, eh ben, nous, on ne cesse de les dire, que ce soit dans le domaine minier ou dans d'autres domaines. Mais l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de combattre cette corruption, essayer de combattre cette mafia, essayer de combattre la fraude, parce que même le président de la République, il décrit le fait que vraiment, l'entourage, les collaborateurs, les gens qui sont chargés de faire X ou Y situation, apparemment, c'est des gens dépourvus du cœur de servir. Et donc, quand on fait ces critiques, c'est parce que nous estimons que par cette théorie liée à la pratique que nous avons eue avec la petite expertise qu'on peut avoir acquis de gauche à droite, on pense aider notre pays à aller de l'avant. Mais quand vous choisissez, alors que vous avez été gestionnaire, ça veut dire, on vous a donné la charge de gérer les finances de notre pays, pour moi,
on ne peut pas se prévaloir en alléguant ses propres turpitudes. Vous avez fait des dépenses, vous avez financé des projets, vous avez fait ceci, cela. Après votre mandat, vous commencez à rejeter la faute sur l'autre. Moi, je pense que c'est tout le moins malhonnête. Et donc, surtout qu'il y a beaucoup de contre-vérités, parce que ça ne suffit pas de dénoncer. Par exemple, quand nous dénonçons la mafia qu'il y a dans le mine, on sait vous dire, par exemple, pour mon cas, qu'après une analyse exacte, j'estime que mon pays perd près de 20 milliards de dollars dans le mine. Et je le démontre que les miniers sont complices on va dire, de ces corruptions, de cette fraude, de cette contrebande. Et il y a aussi des acteurs dans nos institutions qui favorisent ces climats-là. Mais quand vous vous mettez à débiter de mensonges, à raconter des choses qui n'existent pas, moi je pense que la justice sera la seule voie indiquée pour que chacun s'exprime. Comme ça, avec de preuves qu'il peut détenir, eh ben, la vérité pourra éclater au grand jour. Parce que c'est une question qui a réveillé la curiosité de beaucoup de Congolais. Et les Congolais ont besoin d'en savoir un peu plus. Mais justement, puisqu'on parle de la curiosité des Congolais, M. Mwango, M. Kazadi n'a fait que dire ce que tous les Congolais disent de temps en temps. Il n'a fait que dire cela. Et cette crédibilité ou l'ampleur que cela a, c'est parce que non seulement c'est quelqu'un du pouvoir, il est actuellement député national, il a assumé récemment les fonctions des ministres des Finances, on va le dire, il n'a pas non plus été exempté. Il a été cité dans beaucoup de dossiers. Dans le dossier forage, on l'avait cité. Dans le dossier, par exemple, construction des stades, au niveau des stades pour la francophonie, il a aussi été cité. Justement, aujourd'hui, est-ce que, de par ces révélations, la justice congolaise peut se saisir de ces déclarations pour chercher à savoir quand même, dans ce dossier des finances, de rétrocession, des rétrocommissions, des partages, de jouissances, parce qu'il a évoqué tout cela dans l'ensemble. Et également, il a nommément aussi cité des gens, et parmi les personnes citées, on a vu l'inspecteur de l'IGF qui, après ces déclarations, a été mis en retraite. On dit, est-ce que finalement c'est une coïncidence ou c'est la résultante de tout ce de sa sortie médiatique? C'est juste une coïncidence, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas aussi donner trop d'importance à la communication de notre frère Nicolas, au point d'insinuer que c'est après qu'il ait parlé que l'IGF a été démis de ses fonctions. Pas du tout. L'IGF n'avait pas pour vocation de rester éternellement à son poste. Il l'a dit après 34 ans ou 35 ans de carrière à l'inspection générale des finances. Il était temps qu'il se repose. Donc la République ne va pas arrêter de tourner. La République va tourner, mais tout ce que nous souhaitons au nouveau inspecteur, c'est la rigueur et effectivement cette volonté-là de traquer les criminels financiers partout où ils se trouvent jusqu'à leur dernier retranchement. Il ne faut pas qu'on sente qu'il y a un relâchement total. Il faut qu'on comprenne qu'après Alinguetti, l'inspection générale des finances continuera de jouer son rôle. Parce qu'il a essuyé lui aussi pas mal de critiques, ce qui est normal dans une démocratie. Chacun aura toujours un point de vue, que vous fassiez bien les choses, que vous le fassiez mal. Il y aura toujours, chacun portera toujours un regard, un point de vue sur ce que nous faisons. Et donc, ça n'a rien à voir avec la communication de notre frère Nicolas Kazadi. J'ai bien aimé le fait que notre analyste indépendant les dise, qu'on ne peut pas calculer la probité. On ne peut pas s'imaginer si ce qu'il dit est vrai ou c'est faux. Est-ce qu'il le fait dans une bonne intention? Est-ce qu'il le fait parce qu'il a besoin de laver son image? Est-ce qu'il le fait parce qu'il a été acculé? Donc moi, je lis, c'est mon analyse.
J'ai lu dans les propos de M. Nicolas qu'il regrettait d'avoir perdu son poste au ministère des Finances après qu'on établisse qu'il n'était pas coupable de fait qu'on lui reprochait. Et pour ça, il fallait s'appuyer sur des gens qui ont pu mener des enquêtes, qui ont pu intervenir d'une manière ou d'une autre. Et tout ça ne l'a pas favorisé. Je vous avais dit d'ailleurs dans votre émission que ça ne le favorise pas en tant que politique. Parce que quand on est un homme d'État, on a des réserves. Quand on est un homme d'État, il y a des choses qu'on dit, on s'imagine dans quel contexte on les dit, et comment on peut les dire, parce que nous sommes un pays en guerre. Quelle serait la justification, pendant que le pays est en guerre, ici, de vous mettre en tant qu'argentier national, ayant géré les finances du pays, utilisant le même langage que les terroristes qui nous combattent, qui disent que le pays est pillé, qui disent qu'il n'y a rien qui est fait, quelle pourrait être la motivation si ce n'est faire exacerber les conflits qui existent? Ce n'est pas les frustrations réelles au sein de l'Union sacrée, justement. Écoute, on sent également on se dit aujourd'hui, si on suit cela également, c'est pas que l'ancien ministre, il y a également les communicateurs de l'UDPS également qui se rébiffent contre le pouvoir en place. On se dit, est-ce que ce n'est pas au finish cette crise profonde au sein de l'Union sacrée où les violons ne savent pas réellement s'accorder, les visions ne savent pas réellement s'accorder, chacun vient avec sa vision et au finish, si l'un veut A, l'autre veut B et les plus forts l'emportent finalement. Non madame, moi je veux vous dire quelque chose. Par exemple, nous venons d'un parti de grande liberté qui est l'UDPS. Vous voyez, dans notre conception de la liberté, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais ce n'est pas pour autant que vous avez la latitude de dire ce que vous pensez. Après avoir occupé certaines fonctions, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on se demande comment le dire. Vous voyez, nous avons reproché la même chose à l'ancien président Joseph Kabila. Quand il est sorti médiatiquement, il a parlé des histoires qui ont coûté son honneur, qui ont coûté, on va dire, sa crédibilité dans l'opinion nationale parce qu'il a voulu justifier ce que le M23 était en train de faire contre notre pays. La deuxième communication, il a même dit qu'il rentrait au pays à travers l'Est du pays alors que tout le monde savait que c'était occupé. Donc, il y a par moment, en tant qu'homme d'État, notre communication doit être scrutée. Si les intentions sont bonnes, tout le monde va accueillir ça comme tel. Voyez-vous? Nous, on ne dit pas que il n'y a pas de gens qui sont corrompus. Nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas de gens qui sont dans des détournements, dans la mafia. On veut que ces gens soient punis. On veut que ça s'arrête. Le président de la République ne se gêne pas de les dire. Il les dit à quiconque veut l'entendre qu'il a besoin des collaborateurs qui peuvent le permettre de relever ce pays. Mais en tant qu'homme d'État, ministre des Finances, ce n'était pas indiqué de raconter des histoires alors qu'on sait que les enquêtes judiciaires avaient été ouvertes, que vous êtes en train d'être auditionné sur certains dossiers. C'est quoi la précipitation d'aller directement appeler les médias pour déballer des histoires? Pourquoi ne pas les dire chez le procureur qui a les dossiers? Il ne veut pas être victime. Pourquoi? Il ne veut pas être victime expiatoire. Le seul moyen, c'est de dire à tout le monde déjà tout ce qui se passe. Tous ses collaborateurs qu'il a cité au cours de cette émission pour dire que c'est vrai qu'il y a un problème de collaborateurs. La plupart des gens qui le disent, ils ne peuvent peut-être pas citer nommément, mais ils le disent quand même. Aujourd'hui, c'est cette question. On n'en disconvient pas, madame. Oui. On n'est pas en train de dire le contraire. Mais nous sommes en train de faire des analyses. On essaie de voir la qualité de la personne et les propos que la personne tient. Il n'y a pas de commune mesure. Vous avez géré, assumez-vous. Vous avez perdu, vous avez dilapidé le fonds de l'État, assumez-vous. Personne ne vous avait mis de revolver sous la tempe, personne ne vous avait forcé de faire quoi que ce soit, vous étiez ministre. Donc vous ne revenez pas aujourd'hui, après avoir amassé tout ce que vous avez amassé, et puis vous commencez à dire, écoute, c'était pas moi, c'était tel avait fait ceci, il avait fait cela. Non. L'État a, on va dire, l'État est occulte. L'État a son prestige.
Quand on est un homme d'État, madame, vous voulez parler de la frustration? Moi, j'ai été élu valablement. À Kananga, quand vous descendez, tout le monde qui peut descendre va trouver que j'étais élu, massivement élu. On m'a invalidé injustement à la Cour constitutionnelle. La frustration voudrait que moi aussi je me tienne à parler. Mais si c'était lui, j'imagine qu'il dirait n'importe quoi. J'ai choisi de me taire. J'ai vu que c'était injuste ce qu'on m'a infligé. Je me suis dit, ça ne méritait pas ma parole. Autant me taire jusqu'à la fin et voir comment ça va se passer. Donc, il y a moyen de gérer nos frustrations. Même si on a raté d'être ministre, même si on a raté d'être député, même ce qui est plus important, c'est l'État. C'est la population qu'on pense servir. Mais... fragilise pas aujourd'hui l'UDP, ça ne fragilise pas l'Union sacrée aujourd'hui. Parce que l'Union sacrée, il n'y a pas de déclarations à faire, il n'y a pas de sanctions à donner, parce qu'il n'y a pas justement cette réglementation au sein, que ce soit du parti ou encore du regroupement politique. Madame, j'étais en train de vous dire que mon parti, l'UDP, c'est un parti de grande liberté. Ça veut dire on est habitué à la contradiction, on est habitué à entendre le point de vue qui ne sont pas certainement le nôtre. Et donc on vit avec, et dans cette liberté, on veut que la liberté de l'un se limite là où commence celle des autres. Et c'est même ce qu'on a essayé d'expliquer tout à l'heure, que l'ancien ministre des Finances devrait vraiment respecter le fait qu'il est homme d'État. Exactement. Un homme d'État ne dit pas tout ce qui lui passe par la tête, même s'il a été déçu. Voyez-vous? Je vous ai donné mon exemple. Je vous ai dit que j'ai été invalidé, alors que j'ai été élu, massivement élu à Kananga. Surnommé Idi Yaba et tout ce qui va avec. Publié, proclamé par la CENI. J'ai siégé pendant 2 mois au sein de l'Assemblée nationale. Injustement, la Cour constitutionnelle m'a fait quitter le perchoir. Voyez-vous? Je suis resté calme. J'ai décidé de ne pas parler et de continuer ma lutte politique. Donc, si on met la colère et la haine, on va régler des comptes aux gens au lieu de donner de bonnes analyses. J'ai décidé personnellement de me concentrer sur ce que j'ai de précieux, sur comment je peux aider mon pays d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est ce que Nicolas ne conçoit pas. Ça veut dire, je vous ai dit tout à l'heure, il s'est vu éjecté du ministère des Finances, accusé par tel ou tel, et il estime que c'est à cause de ces gens qui se retrouvent dans cet état, et la conséquence, c'est qu'il doit maintenant taper sur eux. Et donc, ça n'a rien à voir avec la retraite de l'IGF. Et je voulais rappeler que la retraite de l'IGF, elle n'est pas anticipée, pas du tout. Si vous lisez bien la loi, je pense que ça doit être la loi numéro 81-003 de 91, cette loi qui organise les conditions de mise en retraite. Les années de service, voilà, les années de service. Donc, il y a 2 conditions. C'est soit l'âge, il a 60 ans. Ou les années de service. Vous voyez, c'est pas ça, mais c'est aussi l'ancienneté requise dans le service. Il a fait plus de 35 ans, alors que la loi parle de 30 ans, vous voyez. Donc, il est éligible. Non, il a apuré. Hein, et lui-même, apparemment, il était aussi fatigué d'avoir tellement traqué les coupables, on va dire les criminels, de les avoir fait coffrer pour certains. Et il s'est également attiré beaucoup de jalousie, ça c'est une vérité. Quand vous luttez contre la mafia dans un pays comme le nôtre, contre le détournement des deniers publics, contre la corruption et contre tout ça, cette mafia est tellement organisée, elle a des racines. Donc les membres de la mafia vont s'organiser pour vous faire mal. Et ça, c'est une vérité. Voilà pourquoi nous le disons au président de la République, que les gens qui combattent ce genre d'antivaleurs, la corruption, les détournements des deniers publics, la mafia et la fraude, c'est des gens à protéger. Parce que la mafia est tellement forte qu'elle peut créer, monter des histoires, manipuler, de machination, tout ça seulement pour faire tomber la tête de celui qui essaye de donner
devant la mafia. Exactement. Voyez-vous? Et donc ça, c'est aussi vrai que l'IGF doit avoir subi ça. Peut-être Nicolas aussi, il a subi ça. Mais peut-être qu'il a orienté les choses de sa manière. Peut-être qu'il était aussi réglo qu'il l'a dit, qu'il était aussi correct, qu'il voulait que les choses reviennent. On lui reprochait également cette rigueur exagérée. Même quand le chef de l'État donne des ordres, voilà, il ne veut pas débloquer les finances. Lui aussi a été acculé. Une chose est vraie, c'est que nous devrions, quel que soit Alpha, lutter contre la corruption, les détournements de deniers publics, la fraude, la contrebande dans le mine. Ça doit constituer notre cheval de bataille. Sinon, nous n'aurons pas de ressources, ni pour relancer notre économie, ni pour financer nos services, ni pour faire la guerre. Je rappelle, madame, qu'à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait près de 60 millions de victimes, l'Europe, son économie est tombée en faillite. Il fallait que les Américains leur proposent le plan Marshall pour relancer l'économie européenne. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, la guerre nous demande beaucoup plus. Mais est-ce qu'on se pose des questions sur après-guerre, après avoir dépensé tous ces milliards de dollars, qu'est-ce qu'on fait de notre économie? Donc, on a besoin de ressources, suffisamment de ressources. Et pour avoir ces ressources-là et les orienter de la manière la plus régulière, il fallait qu'une lutte soit acharnée contre les antivaleurs. Et ça doit continuer, même avec les nouveaux inspecteurs généraux de finances. Monsieur Kabasele, aujourd'hui encore, c'est vrai que ce dossier, cette actualité remet sur la table beaucoup de questions, notamment sur le casting, le choix des hommes d'État. Est-ce qu'ils sont rodés? Est-ce qu'ils sont préparés pour être hommes d'État? Parce que c'est vrai qu'on le dit... Est-ce qu'il y a des formations comme telles pour les hommes d'État? Parce qu'il faudrait arriver à quelqu'un après la mise en fonction. Il y a des séances de formation, des séances de réorientation, parce que les gens doivent quand même savoir la fonction que j'assume m'exige ceci, m'exige cela. On l'a vu par exemple à l'époque de Matata Ponyo, qui avait demandé à ce que, lorsque vous êtes nommé membre du gouvernement, par exemple, les musiciens n'ont pas le droit de vous chanter. Quand vous êtes homme public à assumer les grandes fonctions au niveau de l'État, vous n'avez pas le droit d'avoir les mabanga, par exemple, au niveau des chansons de musiciens. Ce sont là des questions qui relèvent de l'éthique, qui relèvent de la formation d'hommes d'État. Madame, moi je pense comme tout le monde que c'est un grand challenge. Les castings, c'est tellement difficile parce que vous n'êtes pas prophète. Vous ne savez pas vous imaginer des capacités de la personne. Mais vous pouvez voir quelqu'un sortir de Sorbonne, sortir d'Harvard, sortir de ceci, sortir de cela. Vous pouvez le croire tout de suite et lui donner beaucoup de responsabilités. Malheureusement, il vous déçoit. Là, vous avez raison. Il vole. Il détourne, il n'est pas honnête. Même quand Matata a dit qu'il vienne à 6 heures, qu'il soit en cravate, qu'on ne le chante pas, ils n'ont pas arrêté d'être malhonnêtes. Ils n'ont pas arrêté de détourner. Donc moi je pense, le vrai problème d'un chef d'État, tout comme de tout dirigeant honnête et sérieux, c'est de trouver des gens qui peuvent réfléchir comme lui, qui peuvent être honnêtes, qui peuvent comprendre les choses comme lui, qui peuvent vouloir amener le pays dans la direction qu'il veut, sans qu'il ne tire des avantages individuels, ou qu'il prenne ce qui appartient à l'État pour lui-même. Et ces gens sont rares. Mais moi, je pense que l'unique manière de mettre tous ces gens d'accord, c'est d'instaurer la sanction comme mode de répression. Parce que si tu voles et que tu es arrêté, directement mis en prison, condamné avec... possibilité de restituer, avec des saisies de maisons, de parcelles et de tout ça, même le plus malhonnête deviendra honnête. Parce que les savoirs comme ça, imagine, des gens se constituent en petits cercles, ils ne veulent pas que les autres accèdent au chef de l'État. Quand il y a des grands projets, ils exigent des rétrocommissions. Quand il y a ceci, cela, ils disent non, il ne peut pas aller voir le chef, c'est nous qui sommes ici. Mais vous faites quoi? Vous ne faites rien finalement. Quand il y a des gens qui ont des grands projets, c'est toujours, moi je gagne combien? Toi tu fais ceci. Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des collaborateurs honnêtes autour du chef.
Il y en a qui sont honnêtes et qui aussi subissent la loi de la mafia. Exactement. Ça veut dire que le mafieux ne veulent pas le voir prospérer. Voilà. On va mentir sur eux, on va les appeler de tout le nom d'oiseaux, on va faire tout ça parce que la mafia a besoin de prospérer et la mafia n'a pas besoin qu'il y ait de barrières, qu'il y ait d'obstacles. Et donc, nous prions pour notre chef. Et nous, on recommande que la sanction, que la justice devienne forte. Et même c'est pour ça, j'ai compris, c'est comme ça que le chef de l'État voulait avoir une justice qui soit forte. Quand la justice est forte, les hommes vont arrêter d'être forts. Ils vont arrêter d'être arrogants. Chacun répondra de ses actes. Mais quand la justice elle-même, la justice, ici je viens de vous parler de mon invalidation injuste à la Cour constitutionnelle. Quand la haute cour du pays est capable de faire ça, c'est là où tout ça, toutes ces tares ici prospèrent. Et donc moi je veux que si cette justice devient juste, forte, et qu'elle peut mettre la main partout, vraiment, on aura gagné un peu en honnêteté et le pays pourra quand même gagner quelque chose. Des responsables de la justice qui sont à Kinshasa donnent des ordres à des magistrats qui sont à plus de 3000 km de comment ils vont prendre une décision sans avoir lu les dossiers, Vraiment. sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants, en menaçant même ces magistrats-là que si tu ne donnes pas la décision dans tel ou tel sens, eh bien, tu ne seras plus là-bas. Si ces gens n'arrêtent pas d'être malhonnêtes, s'ils doivent rester corrects, s'ils doivent laisser la loi seule les dicter, la loi seule les orienter, comme c'est dit dans la Constitution, Tout à fait. le pays sera sauvé. Monsieur Donald Kabasile également, grand merci. Cadre au sein de l'UDPS, Merci parti au beaucoup. pouvoir également. Un grand merci à vous d'avoir été sur ce plateau également. Ici sur ce plateau, c'est un réel plaisir de vous avoir également. On espère justement que le Congo ira mieux et que la justice va justement prendre le dessus pour régler tout ce qu'on peut dénoncer comme anti-valeur pour le bien-être des Congolais. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement, pourvu que Dieu nous prête vie.